Voilà, maintenant c'est parti, on peut y aller. Donc moi, c'est facile, j'ai une cravate, donc je suis expert comptable du cabinet Exco, donc Pierre Dagrin, et Maxime Collier, de la société Quibi. voilà, le geek. Donc l'objectif de notre présentation, c'est de présenter un avènement qui est la dématérialisation des flux, qui de nos jours, d'une part du fait de l'évolution des technologies, et d'autre part du fait de l'évolution de la réglementation française et européenne, la dématérialisation est complètement légale, quel que soit le sujet. Donc du coup, on a des chemins qui se rapprochent entre la technologie et l'environnement légal. Donc l'objectif, c'est qu'on va vous présenter nos sociétés qui travaillent en partenariat sur ce sujet-là. Après, on va partir du schéma général qui est la dématérialisation et montrer ce qu'est une démarche de dématérialisation pour une entreprise. Et ensuite, de manière concrète, on va vous présenter quelques outils de départ qui permettent de pouvoir mettre en place une dématérialisation, à savoir la signature électronique, la GED en mode SaaS et la dématérialisation fiscale avec Quibi. Maxime? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc rapidement, en fait, je m'occupe de la partie produit chez Quibi. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est marketing produit, corporate, spécification lors des mises à jour et mise en marché des nouveaux services. Alors Quibi, concrètement, on est expert en fait de la facture électronique dans le B2B, c'est-à-dire de la dématérialisation des factures clients. C'est-à-dire qu'on ne fait que ça. On est monoproduit en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on ne fait que de la facture électronique, Donc on est vraiment spécialisé là-dessus. Aujourd'hui, on traite environ 2 millions de factures électroniques par mois pour environ 240 émetteurs de factures. On propose une approche nouvelle de la facture électronique dans le sens où on sépare plus les différents types de flux, c'est-à-dire PDF, EDI ou autre, mais on propose une solution vraiment clé en main, c'est-à-dire que notre métier, nous, c'est la transmission de la facture dans le flux attendu par le récepteur, concrètement par le client de l'entreprise. Euh, voilà, on peut. Ce que vous avez appelé le flux, c'est en fait le format de fichier sur lequel on envoie. Et quel que soit le format qu'on utilise, c'est reconnu. Voilà, en fait, c'est-à-dire il y a un petit schéma ensuite explicatif du service, mais concrètement, notre métier, c'est de transmettre les factures. Il y en a, leur métier, c'est d'archiver. Il y a des acteurs, leur métier, ça va être de signer. Nous, on est vraiment dans la transmission des factures d'un émetteur A à un récepteur B. Donc voilà, donc rapidement, aujourd'hui, on est prescrit par des grandes enseignes, notamment de la grande distribution, donc comme vous pouvez voir sur l'écran. C'est-à-dire que ces sociétés-là, elles se battent pour que leurs fournisseurs leur envoient des factures électroniques sous un certain type de flux pour pouvoir profiter de cette valeur ajoutée qu'est l'insertion directe des données dans les systèmes d'information. Euh, Ce qui est tout l'enjeu de la facture électronique aujourd'hui, c'est de pouvoir profiter de ces données-là. Donc depuis le début, on est partenaire de Chambersign, qui est le certificat numérique des chambres de commerce. Donc depuis 2009, Bien, Maxime, bien placé. bien placé. Donc depuis 2009, voilà, on prescrit des certificats Chambersign comme d'autres, c'est-à-dire que là-dessus, on est compatible avec tout notre écosystème. C'est-à-dire on va pas pousser notre client à choisir, on va pas lui imposer quelque chose. C'est-à-dire qu'on va lui laisser tout le choix des composants de démat. Euh, C'est-à-dire qu'on est compatible avec tous les composants, avec tous les archiveurs et avec 95% des certificats de signature. Moi aussi, hein, je suis Chambersheim. Un petit flux USB Chamberside. Donc concrètement, comment fonctionne le service pour essayer vraiment de concrétiser ça? Donc l'émetteur a simplement besoin de générer ses factures en format PDF avec son outil usuel de gestion. Donc là aussi, on est compatible avec tous les systèmes qui sont déjà intégrés dans les sociétés. Donc l'entreprise va générer ses factures en PDF, elle va les déposer dans le service Quibi.
Si l'émetteur souhaite, on va lui déposer ses archives chez un prestataire d'archivage probatoire. On va être aussi capable de les déposer chez son expert comptable via des nouvelles interconnexions. Et ensuite, on va transmettre ce flux-là aux différents clients dans les différents flux attendus par ces différents clients. Donc ça peut être du PDF signé via la plateforme Quibi pour les entreprises qui n'ont pas de système d'information ou qui ne sont pas demandeurs d'un certain type de flux particulier. Ça peut être du PDF interopérable, donc typiquement l'exemple des donneurs d'ordre qu'on avait au début, notamment la grande distribution. C'est-à-dire que concrètement, Casino aujourd'hui force ses fournisseurs à passer à la dématérialisation. Il les force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut être fournisseur de Casino, on n'a plus le choix. Il faut passer à la dématérialisation. Ça peut être aussi le troisième type de flux, le flux EDI. Et enfin, pour les clients qui n'acceptent pas encore la facture électronique, on va les transmettre papier. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être tout de suite en discuter. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des choses Moi, je suis extrêmement surprise. Je pensais que le client pouvait l'envoyer directement, enfin, on envoyait directement ses factures. Alors là, j'imagine que votre plus-value, c'est le fait de pouvoir le transformer pour que ça rentre dans le système d'info du client. Tout à fait. C'est ça? C'est exactement ça. Ok. J'ai compris. Oui, en fait, Maxime reviendra tout à l'heure sur les différents formats de facture et l'intérêt d'avoir ce type de format de PDF signé par rapport aux autres formats, papier ou PDF simple. Exactement. C'est les enjeux réels de la démat. Mais dans l'idée, c'est exactement ça. On part du PDF visuel, on le casse, on récupère les données qui sont dessus et on le transforme dans le flux que le récepteur attend, lui, de l'autre côté. C'est une exploitation de ce qu'il y a sur le PDF qui normalement est en format fermé, un format non réexploitable. Exactement. Là, on va chercher les éléments qui sont à l'intérieur présents visuellement sur le PDF que nous les humains on voit, mais qu'une machine normalement est incapable de traiter. Alors après il y a des systèmes par exemple de numérisation où là on va par exemple pouvoir scanner la donnée, etc. Mais on va dire que c'est des solutions intermédiaires à la dématérialisation à la source, c'est-à-dire la dématérialisation part forcément de l'émetteur. Elle peut pas, elle doit forcément partir de l'endroit d'où elle part. Je sais pas si je suis clair, mais il ne peut pas être traité à la réception du document. Voilà, c'est ça exactement. Donc on anticipe ce genre de choses. Okay. Je laisse la parole à Pierre. Voilà, bonjour, donc Pierre Lagrin, je suis associé chez Exco, donc, qui est un groupe d'audit et expertise comptable. On fait partie d'un réseau qui s'appelle Creston, qui est un réseau mondial, qui est à peu près le 10e réseau mondial. On est présent dans une centaine de pays, vingtaine de professionnels du chiffre, tant en audit qu'en expertise. En France, donc, notre groupe est présent sur tout le territoire. On est à peu près, selon les classements, entre 6 et 10e groupe français. On a aussi des présences à l'international pour suivre nos clients en Pologne, au Portugal et dans une dizaine de pays d'Afrique. Je suis moi-même responsable du bureau de Casablanca. Et on regroupe à peu près 2500 collaborateurs et on a à peu près en France, sur tout le territoire, une centaine de bureaux. Donc on a un maillage assez dense, ce qui nous permet de pouvoir accompagner des entreprises de toute taille. Si vous voulez, sur le marché, Exco, c'est un peu le cabinet du middle market. Ensuite, pour finir sur la présentation de notre groupe, donc du fait de notre métier d'expert comptable, on s'est interrogé depuis moins d'une dizaine d'années sur l'amélioration de la productivité de ce métier de base, dont la matière, c'est la facture et tous les documents administratifs. Donc on a pris en compte toutes les évolutions de dématérialisation fiscale, sociale, et on est en train de prendre en compte l'évolution de la réglementation qui concerne la facture, d'où notre partenariat avec Quibi, puisque vous comprenez vite l'importance que cela peut avoir dans notre métier de pouvoir digitaliser le process de l'enregistrement d'une facture. Ça nous permet de pouvoir créer plus de valeur ajoutée dans notre métier. Et d'aider nos clients également à maîtriser mieux ce process, c'est-à-dire à ce qu'il coûte moins cher pour eux, à ce que ça s'accélère également au niveau du traitement, puisque dans tout ce qui est facturation, lorsqu'on accélère le traitement, eh bien, ça a un impact direct sur la trésorerie des entreprises.
Voilà les deux avantages que l'on y voit pour nous. Bon, après, il y a plein d'autres avantages dont on a déjà parlé ici. C'est l'aspect environnemental, l'aspect ergonomie, l'aspect collaboratif. Enfin, il y a plein de sujets autour de la dématérialisation, mais les deux principaux avantages, c'est ça, c'est réduction des coûts et accélération du process. Donc nous, ça fait partie d'un sujet que l'on met dans une démarche globale. Ici, on parle de transition numérique, nous, on parle aussi beaucoup de convergence numérique. Il y a une convergence des outils, de l'ergonomie, des réseaux, de la puissance des réseaux et de la réglementation qui fait que maintenant, les solutions sont complètement envisageables pour des TPE-PME. Et surtout, les nouvelles technologies, le SaaS et le cloud, permettent d'avoir des coûts tout à fait accessibles. Ce ne sont pas du tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas du tout des solutions pour des grands groupes, c'est vraiment des solutions qui sont adaptées aux TPE, PME, même à la personne qui est toute seule et qui n'a pas de bureau et qui est très contente de pouvoir utiliser ces solutions en nomade. Donc là, il faut bien comprendre qu'on est à un stade de convergence et donc du coup, on veut être absolument l'accompagnateur des entreprises dans la dématérialisation de leurs flux. Alors principalement, on est sur les flux administratifs et comptables, puisque ce sont ceux qui utilisent le plus de papier. La dématérialisation, elle est pertinente si on est dans une stratégie véritablement zéro papier. Parce que lorsqu'il y a des ruptures de chaîne, c'est jamais bon pour la performance. Donc il faut qu'on soit dans du 100% papier. Si on est dans ce type de démarche, ça demande une bonne compréhension de l'ensemble de l'activité de l'entreprise, des acteurs internes de l'entreprise, de ses process, et de comprendre comment on va pouvoir dématérialiser ces process de l'amont jusqu'à l'aval, et comment on va les intégrer dans leur système d'information. Donc il y a un travail d'analyse tout à fait préalable. Donc, bien sûr, il y a une partie compréhension de l'entreprise, ses finalités. Alors l'entreprise, bon, bah, ça a plein de niveaux, hein. C'est son environnement général, c'est son actionnariat, sa concurrence. Mais les process qui vont nous intéresser le plus, sur lesquels on va travailler, ce sont les process clés, le processus achat, le processus vente et le système d'information. De ces process-là, on va pouvoir analyser comment on va pouvoir dématérialiser les flux. Donc il y a une phase 1 qui est la compréhension de l'entreprise et de ses finalités, qui est donc l'organisation interne et ses objectifs. Ensuite, c'est le contexte de l'environnement externe, compréhension du réseau et des échanges qu'il peut y avoir, et puis tout ce qui est description de son système d'information. Et là, le système d'information, il va falloir le compléter avec des solutions qui ne sont pas forcément prévues en interne. Tout à l'heure, on parlait de la facturation. C'est vrai qu'à aujourd'hui, il est très peu probable qu'une entreprise n'ait pas un système de gestion commerciale qui puisse sortir des factures en PDF. Donc déjà, déjà nativement, on a des débuts de chaîne numériques qui sont utilisables et qui permettent après d'être intégrés dans nos outils. Donc l'objectif, c'est de définir le périmètre des processus à dématérialiser. En général, on essaie de le pousser le plus loin possible. Et puis bien connaître la façon précise d'organisation ou les organisations concernées. Donc c'est vraiment une analyse fonctionnelle de l'entreprise et de ses processus. Donc l'analyse des processus, c'est la prise de connaissance de l'environnement de l'entreprise, modélisation fonctionnelle des processus étudiés, donc c'est de la cartographie, hein, et puis de bien intégrer chacun des process sans perdre en contrôle interne, de les intégrer dans un environnement numérique. Recensement des acteurs intervenant dans chaque processus, c'est très important et après on va l'intégrer dans une démarche de PKI, c'est public et infrastructure, qui est le moyen de pouvoir s'assurer que les acteurs sont clairement identifiés dans leurs droits. Recensement des ressources nécessaires à chacune des tâches du processus, donc les outils qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Typologie des acteurs et définition de leur niveau d'habilitation conformément aux exigences de sécurité, ça c'est la PKI.
Définition des services de sécurité à mettre en place en fonction de la nature des tâches. Donc l'objectif, c'est de définir des classes certificats à mettre à disposition de chacun des utilisateurs. Donc on est vraiment dans l'analyse des process et des droits de chacun et du contrôle interne. Définir la nature des certificats à distribuer en fonction de leur utilisation, chiffrement, signature, authentification. Donc là, on reboucle avec la nécessité d'avoir des signatures électroniques et établir une politique de certification. Donc là, on est au cœur de la PKI et de la gestion des clés. Donc les 3 objectifs bien définis et il y a ce travail d'analyse des processus d'entreprise. En gros, voilà, on a bien 5 étapes. Recensement des acteurs, c'est-à-dire qui intervient, qui édite des factures, qui reçoit et qui fait quoi. Qui reçoit le courrier, aussi tout bêtement, qui reçoit le courrier dans l'entreprise, parce que bon, même si on dématérialise, il y a toujours du courrier qui arrive. Et comment on va le faire rentrer dans le workflow numérique. En gros, c'est la mise à plat de ces enjeux-là, une mise par écrit en discussion avec le chef d'entreprise, pour savoir qui fait quoi dans l'entreprise, pour savoir comment est-ce qu'on va transformer chacun de... Voilà, c'est vraiment la revue de procédure et de la réorganisation, puis après de la conduite du changement. Donc là, cette démarche-là, elle s'inscrit dans une démarche de conseil, hein, c'est conseil en accompagnement de l'entreprise dans l'évolution de son organisation. Conception générale de la PKI, donc ça c'est très important, c'est la public key infrastructure, c'est ce qui permet de pouvoir gérer la sécurité et les accès, puisque comme on est dans de la dématérialisation, eh bien le classeur, on ne met plus dans une armoire fermée à clé, il est sur le système d'information, et l'objectif c'est que les personnes aient accès à cette information si elles en ont le droit et l'utilité, et si elles sont en consultation, en modification, voilà, ce que vous connaissez dans les systèmes d'information actuels. Donc, examiner les scénarios possibles, internalisation, externalisation partielle des solutions à mettre en place, estimer les coûts et les ressources nécessaires en phase d'implémentation et en phase d'exploitation. Hein, donc, il faut budgéter ce genre de solution et voir le ROI que l'on a sur la dématérialisation. Décider au niveau d'intégration de la plateforme dans l'environnement de confiance, donc sécuriser. Configurer la plateforme d'administration de l'entreprise. Concevoir l'organisation à prévoir pour une bonne gestion de la PKI, donc pour une administration efficiente des certificats internes de l'entreprise. Hein, il ne faut pas que ce soit complètement fermé ou complètement ouvert. Dans sa relation avec d'autres PKI, interopérabilité. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que l'on puisse décider d'ouvrir le système d'information, la GED, par exemple, à des extérieurs. Et dans sa relation avec l'autorité de certification, donc vérifier qu'il y a quelqu'un qui a bien le pass sur l'ensemble du système. Donc les objectifs, c'est les processus d'attribution et d'administration des certificats, donc il y a un administrateur, et l'organisation à mettre en place pour que ce processus fonctionne. Donc la PKI, donc, dans sa conception générale, donc je pense que j'ai déjà évoqué tous ces points, hein, c'est au fur et à mesure de l'élargissement du champ des processus traités, le nombre des acteurs et le nombre de services à gérer augmenteront. La complexité de la gestion et de l'administration va également augmenter et nécessiter la mise en place d'une infrastructure. Donc plus le champ est ouvert, plus le sujet de la PKI demande à être structuré également dans un processus de certification, d'administration et d'évolution, parce que nous sommes dans un mode mouvant, et de savoir jusqu'à où on ouvre le système d'information de l'entreprise. Mais actuellement, les systèmes permettent de pouvoir ouvrir assez largement le champ pour que l'on puisse collaborer l'ensemble des acteurs de l'entreprise interne et externe. Donc la mise en place de cette PKI s'appuie sur une politique générale de sécurité, détermine la nature et la classe certificat distribué ainsi que le type de support. Donc en fait, il faut bien lister toutes ces questions, définir la politique d'attribution des certificats, concevoir l'organisation de la logistique nécessaire à leur délivrance et leur administration, définir de façon précise les services de sécurité sollicités par les applications, mettre aux normes les différentes applications du système d'information qui supportent les processus dématérialisés, définir une architecture cible en précisant le rôle à jouer par chacun des acteurs, donc autorité de certification, autorité d'enregistrement, administrateur réseau, DRH, direction d'entreprise, direction financière, direction des systèmes d'information. Mettre en place les moyens physiques et logiques nécessaires pour une bonne gestion de l'infrastructure et concevoir cette organisation. Alors c'est vrai que si on est dans un environnement simple, il n'y a pas trop de problème, c'est assez vite fait.
Si on est dans un environnement plus complexe, bah, vous comprenez bien que si on est 2 acteurs, c'est vite fait. Si on est une centaine d'acteurs, c'est un peu plus complexe. Et même à 2 acteurs, il faut se poser ces questions-là pour être sûr de le faire dans le bon sens. Tout à fait. Et d'avoir en tête déjà l'évolution possible. Tout à fait. Par exemple, il y a 2 acteurs, il y en a un qui dirige le salarié, les bulletins de paye avec la rémunération du dirigeant, si on est dans une SAS, il y a le bulletin de paye du dirigeant aussi. Donc sur l'information qu'il va vouloir donner sur l'accès au bulletin de paye de l'entreprise, il va y avoir que le salarié il a accès simplement à son bulletin, pas à tous les bulletins, même s'ils sont. Donc voilà un exemple. Après, l'accès peut être ouvert, mais après avec des limitations en termes de modification des documents. De manière générale, donc le fondement juridique, comme je vous le disais dans la convergence, on est dans une convergence des outils, mais aussi on est dans une convergence de la réglementation, avec des évolutions sur la réglementation sur l'archivage et la valeur probante de l'archivage, donc les éléments de la preuve, l'intégrité, la confidentialité, la signature électronique qui est maintenant tout à fait intégrée dans la valeur probante des documents qui sont signés, la facturation électronique, Maxime en parlera, l'archivage légal, le régime des bulletins de salaire, ça c'est intéressant aussi. Les bulletins de salaire peuvent être maintenant envoyés de manière électronique, c'est-à-dire qu'en fait l'objectif pour pouvoir que ce soit recevable, c'est qu'en fait chaque collaborateur détienne une boîte aux lettres électronique, donc que chaque bulletin aille dans la boîte aux lettres du salarié et que seul le salarié puisse y accéder. Donc si vous voulez, c'est un peu un coffre-fort avec d'un côté une très grande porte dans laquelle on met tous les bulletins, et de l'autre côté il y a une porte par salarié qui peut accéder à son bulletin. L'environnement européen a également énormément évolué et a poussé dans ce sens. On a également eu toute la réforme avec CEPA, qui a permis de pouvoir rendre et faire évoluer tout ce qui est règlement électronique, virement et prélèvement. Donc voilà, et puis on a tout ce qui est déclaratif, social et fiscal qui s'impose aux entreprises et qui oblige les entreprises maintenant à le faire de manière électronique, tant en déclaration qu'en paiement. Et puis tout le code des marchés publics qui fait que les appels d'offres sont électroniques, les réponses sont électroniques, les règlements des collectivités locales sont les facturations des collectivités locales sont électroniques. Enfin voilà, il y a une convergence même de l'environnement qui fait que on y est tous maintenant, on est tous dans ce bain. Et que l'objectif c'est qu'on n'ait pas de rupture, c'est-à-dire qu'on ne traite pas de manière électronique tel process dans l'entreprise et pas tel autre. C'est-à-dire qu'on ait des classeurs pour un process et puis un coffre-fort pour un autre. Si on veut être performant et améliorer les processus, il faut qu'on soit dans une démarche globale, 100% dématérialisation. Donc on fait d'abord du paperless et après on va vers du zéro paper. Et moins de papier, tout de suite plus de papier. Voilà. Parce qu'une démarche démat comme ça se fait par moitié. En fait, c'est oui, des messages. Il faut s'y mettre. Quand une entreprise décide d'y passer, il faut y passer à fond. Il ne faut pas dire j'en prends un petit bout puis on verra le reste après. Voilà. Alors que c'est ce qu'on peut faire avec le web ou avec, sur le marketing, la communication. On peut dire je prends un petit morceau et puis je verrai le reste après. Sur les enjeux comme ça, il faut mieux passer tout de suite. Oui, parce que les outils le permettent. La réglementation, elle a saisi tous les sujets. Donc tout est possible. Après, on peut très bien le faire petit à petit, mais il faut quand même qu'on ait l'objectif d'aller vers un full scope. Oui. Donc, par rapport à la facture, donc justement, et l'environnement juridique qui est autour. Donc, c'est l'article 289.7 du Code général des impôts qui définit les modalités. Donc, en intro, avant d'expliquer les textes, faut bien savoir que dans tous les cas, avant d'envoyer une facture électronique, il faut avoir eu l'accord du récepteur en face. C'est-à-dire que si on envoie une facture électronique, même un PDF par mail, à quelqu'un en face qui n'a pas été prévenu que soit qu'on lui demandait son accord, soit ça a été annoté avant dans les CGV,
et il n'est pas obligé de la payer. Donc ça, c'est un point très important c'est ce qu'on appelle le déploiement de la facture électronique. Point très important. Ensuite, donc dans un premier temps, donc l'alinéa 1 du 289.7 donc autorise bien sûr l'envoi de factures papier et aussi l'envoi de factures PDF non porteurs d'une signature numérique. Par contre, puisque le PDF ne comporte pas cette signature numérique, il y a obligation d'une piste d'audit documentée pour pouvoir prouver la véracité de la transaction. Concrètement, c'est-à-dire devis, bon de commande, toutes ces choses-là pour prouver que transaction il y a eu. Alors que le 289.7.2 lui dit que si une facture est envoyée et qu'elle est signée avant d'être transmise, cette signature électronique supprime cette piste d'audit. Donc ça reste quand même un confort intéressant pour les entreprises de devoir éviter justement la conservation de tous ces documents lorsqu'ils envoient des factures. Donc c'est vrai qu'on va avoir toujours tendance à... Nous, on fait uniquement de la transmission PDF signée ou EDI, parce que c'est vrai que pour les entreprises, cette piste d'audit peut parfois déranger et peut parfois être un petit peu plus complexe. Et ensuite, le 289.7.3, lui, autorise aussi donc les échanges EDI, c'est-à-dire de l'EDI fiscal, puisqu'avant, dans les entreprises, on avait des fois de l'EDI non fiscal, c'est-à-dire on se transmettait un flux de données EDI qui constituait pas l'archive de la facture, mais on se le transmettait pour pouvoir exploiter les données qu'il y avait dessus. Et à côté de ça, on s'envoyait en double flux une facture papier pour la conservation de l'archive fiscale. À savoir donc que la transitivité des modes, ce qui est indiqué en dessous, c'est-à-dire qu'en fait, pour le PDF signé et l'EDI, l'émetteur de la facture doit conserver sa facture en PDF signé et le récepteur aussi. De même pour l'EDI, c'est-à-dire qu'un émetteur qui envoie une facture en EDI doit conserver, enfin le récepteur en face doit conserver aussi sa facture en EDI. Le 289.7.1, lui, qui autorise donc la facture papier ou la PDF non signée, c'est un petit peu différent dans le sens où aujourd'hui cet article-là autorise un émetteur qui envoie une facture en papier de la conserver de manière électronique. Voilà pourquoi il n'y a pas de transitivité des modes dans le 289.7.1. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le fouillis sur ces modalités-là. C'est pour ça que je vous ai fait une synthèse du coup. Il suffira de cliquer dessus. Donc de toute façon, je pense qu'on pourra laisser la présentation Oui, ensuite. voilà, tout à fait. On va envoyer la presse. Elle sera mise à dispo D'accord. avec le fichier vidéo. Donc dans la présentation, vous aurez un lien pour télécharger la fiche. Exactement. La Donc fiche technique, la fiche pratique qui explique les modalités. Exactement. Donc comme les ça, il y a articles. vraiment une synthèse des 3 articles. Il y a aussi des petites choses auxquelles il faut faire attention. Par exemple, envoyer une facture en PDF qui a été scannée, qui était à la base papier. En fait, à la base, la facture était papier, donc le récepteur en face ne doit pas conserver le PDF qui a été scanné, mais doit l'imprimer pour que ça constitue son archive. Donc voilà, des petites choses comme ça, tout est indiqué dans la synthèse, donc je vous invite à la télécharger prochainement. En fait, quand on passe pas au tout numérique les PDF électroniquement signés, on s'oblige en plus à devoir garder les traces papier. Donc C'est ça. on augmente le nombre Exactement. d'opérations à faire, et au lieu de gagner du temps, en fait, on en perd. Exactement. Donc je pense que c'est pour ça que les entreprises ont du mal à comprendre l'avantage de la démat, c'est que si elles le font qu'un petit peu, elles s'obligent à garder les deux systèmes. C'est ça. Et forcément, il n'y a pas de gain. L'efficacité, le temps de structure, c'est là où on loupe un peu le coche. C'est ça. Et puis c'est le fait de garder une facture, d'envoyer une facture papier ou une facture PDF non signée, ça engage l'émetteur. Oui. Donc c'est l'avantage du PDF signé ou de l'EDI, c'est que ça dédouane l'émetteur. Et ça, c'est bien ce qui est indiqué là, ça oblige le récepteur, Voilà. et non plus l'émetteur. Tout à fait. Bon, je peux vous laisser. Hein, Ouais. Alors pour parler donc de la signature électronique, donc elle permet donc à l'aide d'un procédé crypto de garantir l'intégrité du document signé et l'identité du signataire, donc comme une signature manuscrite. À savoir que pour la facture électronique, il faut une clé de signature, ce qu'on appelle RGS 2 étoiles. Donc RGS, ça veut dire Registre Général de Sécurité. Les étoiles, elles, correspondent au niveau de sécurité, c'est-à-dire que 2 étoiles signifie que la clé de certification doit être remise en main propre. Il me semble qu'il y a une 3e étoile
Pour quel type de document, ça je ne sais plus. Mais on trouve des RGS 3 étoiles. Pour la facture, un RGS 2 étoiles, donc remise en main propre suffit. Donc l'écrit électronique signé électroniquement peut être reconnu comme preuve en justice, donc, effectivement. Donc ça peut servir pour les contrats, pour les factures, et pour répondre à des appels d'offres des marchés publics. À savoir qu'on peut signer n'importe quel type de document PDF. Ça nous arrive quand on fait par exemple des propositions commerciales ou autres, de les signer, voilà, qui attestent véritablement l'identité de l'émetteur de la proposition, avec des opérateurs bien sûr comme Chamberside ou Certeron. Donc l'identité, l'intégrité, la date. La date, effectivement. La date, ça tient de l'eurodatage. Sur la facture, l'eurodatage n'est pas obligatoire. Quand on signe un document avec une facture une signature électronique, au moins le fichier, Oui, tout à fait. il est sécurisé en son intégrité, Tout à fait. dans son expéditeur et son auteur, C'est ça. et sa date. C'est ça. C'est-à-dire que chaque certificat appartient à une personne physique. Ou à une personne morale, donc ça peut être une société, mais à ce moment-là, ce sera le président de la société qui sera la personne physique associée à cette personne morale, et donc. Donc je vais vous parler de la GED. Donc la GED, tout le monde connaît, mais maintenant l'avantage de la GED, c'est que c'est en mode SaaS. Alors petit reminder sur le mode SaaS. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ce type d'appellation. SaaS Cloud, c'est un peu la même chose. Bon, si vous voulez, le SaaS, c'est l'usage, comme la licence que l'on a sur une application informatique. Le cloud, ce sont les infrastructures, comme par exemple un serveur, un réseau. Donc le SaaS et le cloud, c'est ce qui permet de pouvoir, grâce au cloud, avoir accès aux applications en mode SaaS. Il y a la même chose avec une GED. Une GED, vous connaissez tous Google Drive. Simplement, on peut faire mieux que Google Drive avec des fonctionnalités plus puissantes. Et la GED, c'est ce qui permettra de pouvoir avoir en interne au sein de l'entreprise un travail collaboratif et multicanal. Ce qui veut dire que le travail collaboratif, donc bien répartir, comme on l'a vu à travers une PKI, tous les accès, la sécurité qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise, et multicanal, c'est-à-dire qu'en fait, d'où que vous soyez, vous pouvez avoir accès aux documents qui sont sur la GED de l'entreprise avec un ordinateur autre que le vôtre, notamment le poste fixe que vous avez à la maison, un iPad, un iPhone, un smartphone. Enfin voilà, tous ces outils. Et en externe, donc c'est partage de l'information avec ses partenaires. Par exemple, l'entreprise partage des informations avec son avocat, avec son notaire, avec son expert comptable. Ou ça peut être aussi avec un fournisseur ou un client sur un sujet déterminé. Et donc on passe de l'ère du mail à l'ère de la mise à disposition de documents. Donc on n'est plus à envoyer des documents par mail. On sait que le document il est à tel endroit et donc il est partagé. On n'a plus besoin d'envoyer à tout le monde, ce qui libère un petit peu les boîtes mail. Et ça, pour l'échelle d'entreprise, c'est une vraie révolution parce qu'il y a à peine 10 ans, on leur a dit il faut utiliser le mail, ça remplace le papier. Ils ont intégré cette révolution-là, et aujourd'hui on leur dit déjà il faut passer à autre chose. Le mail, ça sert plus à envoyer des documents. C'est pas l'usage qu'on a dû réserver, mais ça nous oblige en tant que conseillers à leur donner ce réflexe. Non, arrête de m'envoyer des mails avec des documents joints dedans, mets-les utilise l'espace de GED ou de. J'aime bien l'image Google Drive. On sait tous comment ça fonctionne. Une GED, en fait, c'est un Google Drive professionnel. Tout à fait. Donc voilà, et en l'expliquant comme ça, je pense que c'est plus facile à comprendre pour un patron de TPE qui n'est pas familiarisé avec ces vocables-là que nous on maîtrise maintenant, mais ça peut peut-être faciliter le passage à l'acte. Voilà, je pense qu'il va y avoir une rééducation sur l'utilisation du mail parce que la manie d'envoyer des documents qui sont à disposition par mail, ça il faut limiter. Les reply all, faut arrêter. Voilà, je pense que petit à petit on va limiter. Alors il y a eu l'ère de j'arrête d'imprimer mes mails. Je pense que maintenant il y a le fait de plus faire des reply all. Il faut dire aux plus jeunes d'utiliser les mails parce qu'eux ils n'utilisent pas les mails. Moi je vois les
les jeunes, quand ils arrivent au cabinet, ils ne sont pas habitués à utiliser le mail parce qu'eux, ils utilisent d'autres modes de communication, notamment à travers des outils comme Facebook, les WhatsApp, ou des choses comme ça. Voilà, je pense que dans les entreprises, il est important d'écrire une charte d'utilisation du mail pour que ce soit un outil qui soit adapté aux besoins de l'entreprise. Et il y a d'autres outils qui sont utilisés pour autre chose que le mail faisait jusqu'à présent et qu'on va utiliser autrement. Une charte, c'est dans laquelle on peut dire s'il y a une pièce jointe, c'est que c'est pas un mail qu'il faut envoyer. Il faut le faire autrement. Ça dépend. Ça dépend effectivement de l'entreprise. On se pose la question, est-ce que ce document, nous on a des outils en mode SaaS comptable dans lequel il y a déjà nativement une GED. Des clients nous demandent est-ce que vous pouvez m'envoyer des documents, on leur dit non, c'est pas la peine, vous l'avez déjà sur votre application. Donc ils vont le chercher plutôt que nous d'aller envoyer un mail qu'on peut faire. Mais je pense que c'est plus intelligent de gagner de l'indépendance et de l'autonomie sur l'information grâce aux plateformes collaboratives. Et c'est là où on peut montrer les gains de temps et donc d'efficacité. Ah bah oui. Le temps d'écrire un mail, c'est rien, c'est 3 minutes. Mais 3 minutes plus 3 minutes plus 3 minutes, à la fin de la semaine, tu as perdu tant d'heures de travail. Et l'heure de travail, ramener ton salaire, c'est tant d'argent. Voilà. Et là, on arrive à leur faire comprendre l'intérêt de passer à ces outils-là, ces nouvelles pratiques. Parce que là, ils voient qu'en bas de bilan, il y a un passif qu'on peut supprimer. Tout à fait. Et puis ils voient l'avantage qu'il y a en mode urgence. Où en dehors des horaires de bureau, tout d'un coup, ils voient qu'ils ont accès à plein d'informations. Ils ne sont pas dépendants de l'heure d'ouverture ou des heures de travail de quelqu'un. Voilà, ils n'ont pas besoin de l'appeler, la personne est occupée, de rappeler. Enfin, c'est vraiment un gain de productivité qui est énorme. Mais encore faut-il qu'en termes d'ergonomie, la GED soit adaptée aux besoins que l'on a et qu'on ne perde pas du temps à renseigner cette GED et à mettre l'information. Donc il faut qu'elle soit bien organisée pour que ce soit efficace. Donc je vais pouvoir prendre le risque de vous faire une démonstration. Hop. Alors, il faut le temps que ça s'ouvre, ça va se connecter. Donc là on est sur Chrome. Voilà, en présentation, on est sur Google Chrome. Donc, la souris, le clavier s'il faut. Ouais. Normalement, ça doit fonctionner. Donc, l'adresse de la démo, c'est bon. Oui. Donc, personne vous avait demandé qu'on soit pratique, on va l'être grâce à la démonstration. Donc en fait, c'est une plateforme sur laquelle on travaille depuis déjà un an, qui a pour vocation d'offrir des outils en mode SaaS. Ok, bon, j'ai une question, mais on attendra après. Je vais juste m'assurer que ça soit. Alors, appliquer au geste. Attends qu'il nous charge. Donc Théogest, c'est une société qui est une JV d'Expo et dans laquelle on développe des applications en mode SaaS à destination de nos clients. On a développé déjà une GED que je vais vous présenter, la page web, ceci. HTTP ou HTTPS et peut-être. On va essayer. Il nous prend. Oui, et comme ça, je pense que c'est bon. Voilà. Voilà, vous pouvez aller voir l'ensemble des propositions faites donc sur theogest.com. Donc voilà, ça c'est le site, la page d'accueil. Et donc l'objectif c'est d'offrir des solutions en mode SaaS, tant pour les experts comptables que pour les entreprises. Et l'idéal c'est pour les deux. C'est-à-dire que ça permet de pouvoir communiquer ensemble
et travailler de manière collaborative. Donc une fois qu'on est sur le site, on n'a plus qu'à se connecter. Donc vous voyez que c'est vraiment du SaaS. Hein, je ne suis pas sur mon ordinateur en local. Donc je vais ouvrir une session de démonstration. Donc là on est vraiment sur le site avec une session de démonstration. C'est parfait. En haut, comme ça on efface la petite fenêtre. Voilà, donc là je me suis, si vous voulez, connecté en tant qu'expert comptable. Et donc je peux voir à la fois la GED de mes clients. Donc je choisis les clients que je veux et j'accède à leur GED. Alors là c'est l'arborescence. Alors bon, comme c'est une petite démo, je vous montrerai sur client 1, il y a plus d'arborescence. Mais là, on a l'arborescence de base, c'est-à-dire la bannette dans laquelle on reçoit les documents que après on va trier. Parce que les documents peuvent arriver soit par la bannette, soit être triés directement. Et puis la corbeille, donc on retrouve une arborescence classique. Et puis, moi, ma GED à moi, qui est pour moi, qui me permet d'administrer les différents accès pour mes différents clients ou moi en interne, et puis de gérer, de créer des dossiers, d'édition, etc. Mais c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Et puis ma GED à moi qui me permet de pouvoir avoir une GED plus étoffée, c'est-à-dire qu'en fait, si je le souhaite, je peux avoir pour un client donné une base de données plus fournie. L'avantage de cette GED, c'est que elle est en mode SaaS et qu'elle permet de pouvoir être utilisable par l'ensemble des collaborateurs internes et externes sur un dossier donné, et d'avoir des fonctionnalités qui sont déjà natives pour s'adapter à un environnement d'entreprise. C'est pas comme par exemple Google Drive où vous allez créer toute votre arborescence. Là, on sait très bien dans quel environnement on est. C'est-à-dire qu'en fait, on a une entreprise qui a certaines fonctionnalités, achat, vente, comptabilité, paye. Donc on peut très vite lui créer une arborescence. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, je vais dans donc pour le client 2 par exemple, donc créer une mission par exemple pour donc nous on travaille par mission, hein, donc c'est les fonctionnalités, c'est surtout comptabilité, donc là je peux faire j'ai choisi la société qui est concernée, donc je vais prendre le client 2, lequel j'ai moins de choses. Une arborescence, eh bien là on a des arborescences qui sont déjà définies, comme je vous le disais, qui nous permet de pouvoir choisir une arborescence type. Et donc là je fais enregistrer, ce qui me permet de pouvoir après avoir cette mission qui a été créée. Et quand du coup je vais
dans ma GED. Client 2. J'ai bien créé comptabilité 2013. Et là, j'ai mon arborescence tous les mois, parce que j'avais pris 12 mois qui s'affichent. Et donc, du coup, on peut ranger tous les documents. Alors après, on peut créer autant d'arborescence qu'on veut. Si on veut, on peut créer pour chaque mois un répertoire achat, vente, banque, courrier, voilà. Donc, nativement, on peut très rapidement avoir des arborescences types qui sont créées. Voilà. Si on va dans, par exemple, client 1, je crois que j'ai développé plus d'exemples. Voilà, donc là, on a Social Pay, Social 2014, donc les contrats des salariés, le registre du personnel, les variables de paye. Voilà, et donc ça, typiquement, dans une entreprise un peu structurée, ça peut être un répertoire qui est partageable entre le responsable de la paye, le responsable de la comptabilité et le dirigeant, 3 personnes. Les autres n'ont même pas accès à cette information. Documents partagés, bon, ça peut être déclaration de TVA, les comptes annuels, et la comptabilité, comme on l'a vu, ça peut être là, vous voyez l'arborescence différente. On n'est plus sur une arborescence 12 mois, on est sur une arborescence par cycle. Voilà, donc après, à chaque entreprise de s'organiser comme elle le souhaite, ça permet de pouvoir avoir. Alors, si on regarde les documents, même parce que là j'étais sur l'arborescence, je pense que je dois avoir des documents, je pense avoir chargé. Voilà, par exemple, sur le mois de janvier, eh bien, j'ai accès à l'ensemble des bulletins de paye. Donc là, c'est comme une GED classique, il suffit de cliquer 2 fois, je crois. Et Si on voit ça, télécharger le PDF, on voit en bas à gauche, on a un petit bandeau supérieur qui nous indique que c'est en train de télécharger. Donc là, on est en train d'ouvrir un fichier PDF. Mais on ne le verra peut-être pas apparaître sur le format et à distance, il ne le verra pas. Peut-être que c'est une fenêtre pop-up, c'est une fenêtre supplémentaire qui va s'ouvrir. Il est possible que ça ne l'affiche pas. D'accord. Mais voilà, on voit bien qu'en bas, de toute façon, c'est en train de charger le document, donc on peut le visionner tout de suite. Voilà. Alors là, on a vu comment est organisée une GED, comment elle se gère, comment elle s'organise, à quoi ça sert. Vous comprenez bien que là, j'étais sur des aspects un peu comptables, sociaux, contractuels, mais on peut rajouter les aspects commerciaux, on peut rajouter les aspects contractuels, voilà, tout est facile. Et chaque personne qui se logue a accès aux documents auxquels on lui a donné droit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, voilà, vous avez forcément toutes les possibilités de tri, de recherche, de téléchargement, donc d'envoi, enfin, tout est possible. Vous voyez, là, par exemple, le document, vous pouvez l'envoyer par mail. Alors bon, là, je suis pas sur mon ordinateur, donc je touche pas. Donc en fait, sans avoir à passer par son Outlook ou son Lotus Notes, selon la messagerie interne de l'entreprise, et les fonctionnalités qui sont complètement intégrées. Donc dupliquer, voilà, vous allez déplacer, donc vous pouvez le déplacer dans un autre répertoire, supprimer, enfin voilà, vous avez beaucoup de fonctionnalités. Je peux me déplacer parce que je suis administrateur, mais si je suis sous le login de quelqu'un qui n'a pas le droit de faire autre chose, ces icônes n'apparaissent peut-être pas. Tout à fait. Donc voilà, c'est très facile d'utilisation. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir la facilité d'importer des documents dans ce type de solution. Les deux plus usuels et les plus faciles, c'est via un mail, à travers ce qu'on appelle la bannette. Donc là, vous voyez, c'est ma bannette à moi. Et vous avez vu, j'ai déjà des documents qui sont là. Ces documents, ils sont venus
via un email. Alors je vais partir de mon ordinateur qui est connecté, que vous ne voyez pas. Donc ça c'est le tour de magie de l'après-midi. J'espère que ça va marcher, hein, parce que sinon... Ouais, sinon, mauvais teasing. Ouais. Alors, tac. Donc, chacun a un mail pour pouvoir envoyer c'est-à-dire que ma banette a un email. Et ma banette, donc ma banette a un email et ma banette connaît mon email. Donc elle saura très bien que ça vient de moi et que donc c'est un document qui doit aller dans ma banette. Donc en fait ce que je peux faire c'est forwarder un email que j'ai reçu pour l'envoyer dans la manette pour éviter d'avoir à décharger et recharger le document. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Donc qu'est-ce que je peux envoyer? Je vais envoyer un grand livre client. Donc je vais le chercher. Tac tac. Enregistrer. Alors c'est parti. C'est parti. Il va falloir que ça arrive. Alors pour rafraîchir. Ouais, sur le Chrome, je sais plus où c'est, ou revenir en arrière simplement. Cliquer sur autre chose et puis revenir sur la banette. Peut-être que ça aura. Je sors, je reviens sur ma GED, je vais sur la manette. Voilà. Et c'est suivant. Donc là, j'ai forwardé par exemple un fichier que m'a envoyé mon expert comptable. C'est super, donc j'ai tous ces documents qui sont arrivés. Bon, celui-là, il faut que je le traite. Donc ce document, eh bien, je vais le mettre dans mon entreprise parce qu'on peut très bien avoir. Bon, moi, je suis côté expert comptable, donc j'ai plusieurs sociétés, mais ça peut être une entreprise qui a plusieurs sociétés. Donc, il va dire, je vais prendre dans cette société, je vais mettre ça dans le répertoire comptabilité, c'est l'exercice 2015, c'est le grand livre client, clac, je mets là. Et donc, je fais ça. Ah oui, il faut que je coche. Excusez-moi. Ok, voilà. Tac, je fais. Et donc, si je vais dans mon dossier client, alors c'est vrai que ça paraît un peu compliqué parce que il y a plusieurs sociétés, mais quand il n'y a qu'une seule société, c'est l'arborescence c'est plus simple. Donc client, et vous avez le fichier qui est là. Donc on va pas ouvrir parce que c'est un peu long. Mais vous voyez la simplicité, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que vous recevez des mails, vous les forwardez sur votre banette, et après vous allez sur votre banette et vous classez vos documents en fonction de la nature, ce qui vous permet de pouvoir nettoyer votre boîte mail des documents que vous avez archivés dans votre GED. Donc ça c'est une solution qui est très simple, de pouvoir enrichir votre GED et donc partager après les documents que vous avez reçus avec les personnes concernées. Vous avez une autre solution qui est intéressante aussi, c'est l'outil MS Office. C'est-à-dire que c'est un petit module. Alors là, je me lance sans filet, je ne sais pas si on va y arriver. Je pense pas, il faut télécharger l'extension. Ouais, je sais, oui, je sais. Alors on va voir jusqu'où on peut aller. Mais au moins, vous verrez la simplicité de la solution. Donc en fait, depuis l'application ThéoGest, vous téléchargez un outil MS Office qui permet ensuite
dans vos outils MS Office. Hein, il faut être sur Microsoft, on est un peu désolé. Bon. Mais bon, dans les métiers de l'administration, de la finance, Microsoft est quand même vraiment très prégnant. Et donc, ça vous permet après d'avoir un module, bon, j'ai l'impression que c'est un peu long, mais ça vous permet d'avoir un module qui est dans vos logiciels Excel, PowerPoint, Word, directement. Et au lieu de sauvegarder, par exemple, le document sous votre disque dur ou sous votre réseau, vous pouvez l'archiver directement sur votre GED. Donc là, c'est une façon aussi de pouvoir enrichir votre GED de manière native, directement avec vos outils. Donc à partir de ces différents points d'entrée, voilà, la GED elle est ergonomique, c'est-à-dire qu'en fait, vous y ajoutez de manière très facile l'ensemble des documents que vous traitez, et vous pouvez donc les partager. Et éventuellement, s'il faut les envoyer, vous avez vu, vous avez des petits modules directement pour les envoyer, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même de pouvoir avoir une base qui évite d'avoir à envoyer des documents à ses collaborateurs ou ses partenaires à partir du moment où ils sont dans l'environnement de la GED avec les droits d'accès qui sont limités. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu voir, alors après il y a toutes les options, on peut aller très très loin dans la prise en compte de cet outil. Mais vous avez pu voir quand même qu'il est, même si je ne suis pas sur mon poste, fonctionnel, quel que soit l'endroit dans lequel on est. On a encore l'écran, donc effectivement c'était bien affiché. C'est vrai, il y avait quelques questions, on va les prendre maintenant parce que c'est le bon moment, je crois. Rencontrez-vous beaucoup de freins de la part de vos clients? Vos clients n'ont-ils pas peur que leurs données soient accessibles par des tiers? Le fait que ça, c'est vrai que c'est une question qu'on a tout le temps. Elle a ces questions en permanence, et moi je les vois aussi sur le terrain. Mine de rien, Snowden, c'est rentré dans la tête des chefs d'entreprise. Ils ont l'impression que parce qu'ils vont le mettre en ligne, ça va être accessible à tout le monde. Alors tu as raison, Séverine, notamment quand on leur montre les outils Google Drive. Ils disent, mais attends, c'est sur Google, donc c'est sur le monde entier. Ils ont du mal à comprendre. Non, tu l'as mis sur un espace où il y a un accès login mot de passe. Donc c'est pas exactement la même chose, c'est sécurisé. Et puis quand il y a Google derrière, il dit ouais mais les services secrets américains se branchent dessus et récupèrent mes données. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que la plupart des entreprises, la NSA, qu'est-ce qu'elle a à faire du livre comptable d'une TPE Voilà, alors c'est vrai que de manière générale, si on est inintéressant, il y a très peu de risques. Et c'est bon d'être inintéressant. Ensuite, de manière plus sérieuse, nous, on a vraiment analysé les risques qu'il peut y avoir sur ces outils, on n'en voit pas. Et du coup, quand on est les prescripteurs de ce type d'outils vis-à-vis d'entreprises, ils disent, puisque notre expert comptable nous le dit, c'est que s'il le fait lui déjà pour ses propres intérêts, c'est qu'il n'y a pas de risque. Donc, voilà, on n'a aucune réticence par rapport à ça. Aucune. Au contraire, ils disent voilà quelqu'un qui est ouvert et qui ne fait pas de la rétention d'informations. Parce que voilà, au-delà de la peur et du risque d'ouverture d'informations, c'est que les entreprises en ont marre d'avoir des partenaires qui font de la rétention d'informations. Il faut bien faire comprendre l'entreprise, c'est leur document, c'est leur information, donc elle leur est accessible et ils peuvent l'utiliser à tout moment. Donc voilà, c'est la réappropriation de l'information comptable, administrative et financière. Je vois qu'en plus le fait de pouvoir leur montrer sur le compte de démo qu'on a vu là, la compta, la paye, les tout social, les immobilisations, les relations avec les banques. En fait, on a des flux, toute entreprise, quelle que soit la taille, elle a des flux d'informations à gérer avec des partenaires. Et la capacité de l'entreprise de pouvoir se poser un moment et de se dire, ça, c'est quelle fonction de mon entreprise. Ce document correspond à quelle fonction. Ce document, il va où, il se range où. Ça leur permet, à mon avis, de prendre conscience de la valeur de l'immatériel de leur société. Parce que ça, c'est un des gros problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que l'immatériel, c'est en bas du bilan comptable, ça n'a pas de valeur, c'est pas écrit. Donc ils ont le sentiment que ça ne vaut rien, alors que c'est finalement ce qui aujourd'hui a le plus de valeur dans l'entreprise. C'est tout l'immatériel. Mais de pouvoir leur montrer justement
Tu as des relations avec ta banque, donc il y a des échanges. Tu as des relations avec tes fournisseurs, il y a des échanges. Tu as des relations avec ton personnel, avec des partenaires. Je pense que c'est une des bonnes accroches pour les convaincre de l'intérêt du numérique sur ces aspects-là. Et puis ça sécurise parce que on a une base de données qui est à jour en permanence grâce à l'ergonomie que l'on a en termes d'enrichissement. Et puis on n'a pas la rupture en disant tiens, il y a des documents qui sont dans l'armoire, des documents qui sont en local sur mon ordinateur, sur le réseau et dans la boîte mail. Donc du coup, je ne sais plus où est la dernière version, le dernier document. Voilà, on a une base de données qui est exhaustive, qui est partagée avec les personnes qui sont concernées. Et donc, il y a vraiment une sécurité d'avoir toute l'information qui est à jour, voilà, et à tout moment. Et puis, si telle personne est malade, bah, c'est pas grave parce que on sait très bien tous comment est rangée l'information et on continue à avoir accès. Donc voilà, je pense qu'on est beaucoup plus dans un environnement sécuritaire qui présente des risques vis-à-vis des tiers. Tout est en acceptation du niveau de risque qu'on. C'est sûr que si la NSA veut craquer nos serveurs, je pense qu'ils le peuvent, enfin je sais pas, mais si vraiment on travaillait avec une entreprise qui est dans le secteur de la défense, je pense qu'ils nous poseraient la question et ils nous challengeraient là-dessus. Mais jusqu'à présent, nos clients qui travaillent avec nous sur ces sujets-là, ils sont sur des métiers qui ne présentent pas ce risque d'intérêt. Ok, voilà pour cette démo d'un outil de GED. Finalement, c'est bien de se rendre compte que la GED, c'est pas si compliqué que ça. Il faut le prendre en disant voilà, c'est un Google Drive professionnel. Tout à fait. C'est le bon terme à retenir. Finalement, comme ça, on démystifie un peu le côté complexe, apparent d'une structure comme celle-ci. Mais en fait, c'est assez simple à gérer. Il faut partir du besoin de l'entreprise. Tout à fait. Le besoin de l'entreprise, c'est de gérer ses flux d'informations. Et toute entreprise, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur, a des flux d'informations à gérer. Et en fonction de ça, on peut construire un outil qui va lui correspondre en face. Tout à fait. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus sûr que du Google Drive ou du Dropbox. Voilà. Et quand je vois certaines opérations financières qui sont faites avec des data rooms, ce qu'on appelle des data rooms, ce sont en fait, à l'origine, c'est des pièces dans lesquelles on mettait toutes les informations et les gens qui étaient intéressés pour acheter la boîte venaient dans cette pièce et consultaient tous les documents. Maintenant, on a virtualisé ce genre d'environnement, donc les data rooms sont faites maintenant soit sur Google Drive ou Dropbox, parce que pour l'instant, il n'existe que ça comme environnement ouvert, mais c'est beaucoup moins sécurisé. Et là, on a vraiment de l'information sensible et il y a vraiment des gens qui sont intéressés par cette information, parce que généralement, ils l'ont en consultation et pas en copie. Donc là, on aurait un risque. Alors que nous, on assure véritablement une sécurité que l'on maîtrise, parce que c'est sur nos serveurs, c'est sécurisé dans un environnement que l'on maîtrise et qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas d'agression là-dessus. Ok, ensuite, donc, alors, troisième outil, donc on a parlé de la signature électronique, qui est un outil maintenant un peu de base, qui est un peu classique. On a parlé de la GED en mode SaaS, et un sujet hyper pertinent parce que c'est le plus grand flux d'informations. Et l'objectif, c'est qu'il soit nativement électronique. Et là, c'est Maxime qui va planter l'outil. Alors ouais, simplement avant la démonstration, donc simplement voilà des petits rappels pour réussir son projet. Donc comme le disait Pierre, donc bien veiller à la cohérence avec les outils mis en œuvre dans l'entreprise, donc la GED, etc. On en a un petit peu déjà parlé. Là aussi, comme disait Pierre, bien intégrer la démat dans une démarche globale de RSE, etc. Bien entendu, de former les utilisateurs pour pouvoir tirer pleinement parti des bénéfices qu'apporte la dématérialisation. Et aussi la mettre en avant, notamment pour certains clients qui, eux voient ça comme un véritable avantage de recevoir leur facture sous format électronique. Donc là aussi plus généralement, on en a déjà parlé aussi, donc construire sa stratégie dématérialisée, faire le point sur les attentes de vos clients. Donc ça, c'est vrai que c'est le point. Pour nous, c'est vraiment un enjeu. Donc inciter tous les clients à accepter la facture électronique. Tout ça, c'est l'enjeu réel, c'est de pouvoir justement, dans un premier temps, répondre aux clients qui veulent du flux structuré, du flux de données de factures.
et réussir dans un deuxième temps à faire adhérer ceux qui sont encore un peu réticents à accepter justement de recevoir la facture électronique. Ça c'est le vrai enjeu parce que aujourd'hui si son environnement, si son parc client aujourd'hui, on est à par exemple 90 ou 95% des clients qui sont réticents, il faut peut-être attendre un petit peu avant de mettre en place son projet parce que sinon ne serait-ce que le ROI ne sera pas du tout significatif et puis l'usage ne sera pas pertinent. Donc de garder la main sur ces factures papier, donc là aussi de pas forcément externaliser son envoi de courrier papier. Il faut là aussi faire un petit peu la part des choses et regarder quel est le mieux pour la société. Bien sûr mettre l'équipe comptable dans la boucle pour la rassurer, travailler avec les utilisateurs de leur rapport au papier bien évidemment, pour éviter d'envoyer des factures électroniques mais de les imprimer ensuite en 3 fois parce que on a besoin d'avoir un petit peu de papier sous la main. Et comme je le disais tout à l'heure, d'indiquer les CGV lors de la mise en œuvre de la dématérialisation des factures. Et bien sûr, enfin, de respecter le cadre fiscal. Juste un petit complément. On parle de flux d'informations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de notre formation, je vous ai parlé du commerce, du monde du commerce qui aujourd'hui, vu le nouveau positionnement géographique des clients, le fait que les clients soient multicanal, qu'ils achètent en grande surface, en boutique indépendante et en internet en même temps. Nous, c'est pas qu'on dit les commerçants ne doivent plus gérer des stocks de clients sur leur territoire, donc de zones de chalandise, mais ils doivent gérer des flux de clientèle. Ben, finalement, avec l'information, on est pareil. Ils géraient jusqu'à présent des stocks, donc l'armoire avec tous les stocks, tout le data room, les informations d'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus tellement ça qui a de la valeur, c'est les flux d'informations et la communication qu'on va générer entre les salariés de l'entreprise et avec les partenaires. Et le flux, c'est la circulation d'informations qui compte. Et si on ne dématérialise pas, on ne peut pas gérer un flux comme ça. C'est ça, tout à fait. Puis c'est là, bien sûr, l'objectif d'envoyer une facture, c'est qu'elle soit reçue, pas qu'elle reste dans une armoire ou qu'il faut qu'elle soit reçue pour pouvoir être payée, il faut qu'elle soit reçue. Donc voilà. Ensuite, on a travaillé un petit peu avec Eric sur un avis d'expert où on reprenait les 4 erreurs à faire pour rater son projet. Donc là aussi, je vous l'ai mis en lien, vous pourrez le récupérer après rapidement. Voilà, les 4 erreurs, c'est de s'en remettre à un simple PDF par mail, parce qu'avec le mail, on n'a pas de traçabilité, on n'a pas de données, etc. Donc c'est des solutions un petit peu là aussi. Si voilà une TPE qui a une dizaine ou une vingtaine de clients peut se permettre d'utiliser ce type de solution. Ensuite, c'est vrai qu'il faut voir pour des solutions un petit peu plus automatisées pour gagner aussi en productivité plus qu'en réduction de coûts. Donc confondre facture électronique et édétique, là aussi, pas penser qu'externaliser son courrier papier c'est de la facture électronique parce qu'aujourd'hui beaucoup de prestataires proposent ce type de prestation. Justement parce que derrière on n'arrive pas à éduquer les clients pour que eux acceptent la facture électronique. Remplacer le papier par l'image du PDF, là aussi l'enjeu il n'est pas là, l'enjeu il est vraiment dans la donnée, il n'est pas que dans un fichier PDF, il est vraiment sur la donnée qu'il y a dans ce fichier là. Et bien sûr d'oublier l'essentiel, ce qu'on disait, la transmission de la facture d'un émetteur à un récepteur. Donc voilà, là pour parler de l'approche de Kubi, donc je vais passer rapidement parce qu'on va pas plus faire la démo après. Donc l'interopérabilité, donc pour répondre aux attentes des clients, c'est ce qu'on disait. La donnée exploitable, là aussi pour apporter un bénéfice à son client. Pouvoir tracer tous les envois, ça c'est hyper important, hein, ça fait vraiment partie de la sécurité. Et l'aide au déploiement, donc pour pouvoir toucher un maximum de clients pour vraiment que le projet de démat soit pertinent et puis soit voilà, dans la globalité de l'entreprise sur tous les points. Donc là aussi vous avez préparé une petite étude biocap que vous pourrez récupérer un peu plus tard, je vais passer rapidement, mais voilà l'entreprise, donc voilà une bonne PME qui vend des équipements pour laboratoires médicaux, qui aujourd'hui a réussi à déployer presque 50% de ses clients, donc il y aura presque 50% de ses factures en format électronique, donc ça constitue environ 7 à 8 000 factures par an. Donc c'est vraiment le cas typique de notre client typique, c'est ce genre de PME, un petit peu c'est vrai précurseur dans ce domaine-là, mais voilà, c'est le genre d'entreprise aujourd'hui qu'on cible.
Donc pour la démo, on peut tout On va simplement refaire la aller... démo. Alors, je vais fermer. Non, on peut on peut rester là-dessus. Firefox, on a besoin aussi. On va commencer On par va commencer par Firefox, d'accord. Ah non, mais non, Ça pas marche Firefox pas. justement, parce qu'il Ou n'est autre, pas, hein, oui, il est pas peu pris en importe, charge. On va rouvrir Chrome. Chrome, très bien. Donc celui-ci, je le ferme. On va reprendre celui-là. Alors, il faut d'abord que je fasse l'ouverture de la démo. Partager un programme. Hop, et présenter. Et le clavier, tu peux y aller. Donc là d'abord on va jeter un œil à la plateforme de suivi des factures. Je vais récupérer la souris. Donc qui vaut aussi bien pour les émetteurs, donc qui envoient les factures via le logiciel Quibi qu'on verra juste après, comme pour les récepteurs, donc certains récepteurs qui n'ont pas d'outils par exemple qui ne souhaitent pas un format en particulier pour utiliser la donnée, donc qui ne sont pas équipés en EDI ou en PDF interopérable et qui donc reçoivent un PDF signé. Donc voilà tout d'abord à quoi ressemble la plateforme. Donc ça c'est la plateforme de démo, mais la plateforme de production est exactement la même. Donc là on est sur un compte émetteur, c'est-à-dire que on est sur un compte qui ne reçoit pas de facture, puisque dans la liste des factures reçues il n'y en a pas. Donc c'est un compte émetteur de factures. Donc là on voit les factures indexées donc, qui ont été émises. Avec bien sûr la date des factures, etc. Donc toutes ces données-là, c'est des données qu'on récupère sur le PDF pour ensuite les indexer dans la plateforme. Il y a un certain nombre d'actions qui sont possibles. Donc tout d'abord de pouvoir récupérer son archive fiscale, c'est-à-dire le PDF tel qu'il a été envoyé. La valeur ajoutée, c'est ça, c'est-à-dire de pouvoir récupérer. Je ne sais pas si ça, est-ce qu'on peut l'ouvrir ou Essayez, je ne sais pas si on verra. Mais c'est de pouvoir récupérer les données qui sont présentes sur les factures. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on transmet un PDF signé, en plus de transmettre l'archive fiscale que constitue le PDF, on transmet ce fichier CSV, ce fichier de données pour permettre aux entreprises, même si c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises réceptrices ne s'en servent pas, mais pour pouvoir leur offrir une valeur ajoutée qui est la donnée qui est présente sur les factures. Je ne sais pas si vous voyez le fichier Excel, non, vous ne voyez pas. Normalement, il ne s'affiche pas, parce qu'il faudrait qu'on ouvre aussi le partage pour le fichier Excel. D'accord. Mais ça nous a ouvert un fichier Excel avec 3 lignes. Avec l'écriture comptable en fait. Voilà. L'écriture comptable avec le TTC, la TVA et les hors-taxes. Les numéros de pièces, le numéro de TVA intracommunautaire. Exactement, pour C'est pouvoir. Voilà. important que vous reparliez du numéro de TVA intracommunautaire qui est identifiant de base. Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que ça, c'est dans la partie émission. C'est-à-dire que comment on route les factures en fait vers tel ou tel destinataire. On n'utilise pas l'adresse mail parce que c'est pas quelque chose de fiable. On va utiliser les numéros de TVA intracommunautaire pour les entreprises françaises. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser la donnée, c'est-à-dire qu'on va avoir un numéro de TVA XX 98, etc. On sait que ce numéro-là appartient à telle ou telle société, donc on va le router vers cette société-là, vers son compte sur la plateforme, ou dans un autre flux, par exemple ça peut être de l'EDI direct, du PDF interopérable, et on va le router directement vers cette société. C'est-à-dire que avec ce numéro de TVA intra, on va savoir quel format souhaite le client récepteur, et puis bien sûr à pouvoir l'envoyer. Donc dans le format attendu, enfin à qui et dans quel format. Voilà à quoi sert ce numéro de TVA intra. Donc ça c'est pour la France, puisque un numéro de TVA intra communautaire, il y a des équivalents dans d'autres pays, mais en France on utilise celui-là. À savoir qu'on peut aussi utiliser le SIRET, le code GLN, le code DUNE ou le numéro INSEE. Il me semble que c'est le numéro INSEE pour les exactement pour les personnes physiques. Donc il y a d'autres fonctionnalités supplémentaires sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on peut envoyer par exemple un duplicata.
On peut envoyer un duplicata, donc en rentrant l'adresse mail, le sujet, le message. Il y aura la pièce, le numéro de la pièce et le PDF dans la pièce jointe. On va avoir un statut détaillé de toutes les factures qui ont été émises, c'est-à-dire est-ce que la facture a été notifiée, puisqu'en plus d'envoyer sur la plateforme, on envoie une notification à l'administrateur du compte récepteur. Donc est-ce que cette facture a bien été notifiée? Est-ce qu'elle a été consultée? Est-ce que la facture elle a été relancée? Et est-ce que la facture elle a été payée? On a aussi un tri qu'on peut faire par exemple sur le type de flux. Donc est-ce que ce sont des factures EDI ou est-ce que ce sont des factures PDF? Et est-ce que les factures émises ont été dématérialisées? Je vous disais tout à l'heure qu'on peut envoyer des factures papier et les archiver électroniquement, c'est-à-dire que quand on envoie une facture en papier via Quibi, elle passe dans le logiciel Quibi, soit elle va être identifiée comme étant une facture papier, elle va sortir sur l'imprimante, soit elle va pouvoir partir chez un prestataire de courrier industriel qui lui va être chargé d'imprimer la facture pour vous, mais dans tous les cas la facture, puisqu'elle sera passée dans Quibi, sera indexée sur la plateforme, c'est-à-dire qu'elle apparaîtra ici et on pourra télécharger l'archive fiscale qui, elle, sera électronique. Donc là, on a diverses fonctionnalités, une fonctionnalité de recherche, des fonctionnalités téléchargées pour télécharger soit toutes ces pièces d'écriture comptable, soit toutes ces archives fiscales. On a aussi la possibilité, par exemple, d'indiquer qu'une facture a bien été payée en utilisant cette icône-là. Donc là, on va par exemple indiquer que cette facture a bien été payée. On voit que l'état a changé ici. De l'autre côté, le récepteur, quand il se connecte sur la plateforme, lui verra aussi que cette facture a été payée. C'est-à-dire que cette fonctionnalité-là est dans les mains de l'émetteur, c'est-à-dire que c'est lui qui est décisionnaire là-dessus. C'est important, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de publicité actuellement sur le recouvrement client, et on entend quelqu'un qui téléphone à une entreprise en disant est-ce que je pourrais parler au comptable pour savoir si ma facture machin, et non, il n'est pas là, il est en congé. Donc grâce à ça, le fournisseur peut très bien voir si sa facture, dans quel statut elle est, est-ce qu'elle a été reçue, est-ce qu'elle a été réglée, est-ce qu'elle a été validée. Et si le client lui dit oh, ouais, je voulais régler, non, d'ailleurs, elle est sur Quibi, pour l'instant, elle n'est pas en règlement, donc là, vous pipotez. Tout à fait. Il y a aussi de la valeur à récupérer comme ça sur la réduction des délais de paiement. Oui, c'est très pertinent comme outil vis-à-vis de la relation client-fournisseur. Donc voilà pour ça. Donc on a aussi la possibilité, lors de l'émission, on le verra tout à l'heure, si dans la facture il y a écrit prélèvement quelque part, on va le récupérer et la facture arrivera directement en statut payé. Voilà le genre de choses qu'on est capable de récupérer sur les factures. Donc ensuite il y a toute une panoplie de fonctionnalités. On peut ajouter des utilisateurs. On peut personnaliser les messages de notification, c'est-à-dire que lorsque moi j'envoie une facture à mon client, ce même client va recevoir une notification sur son mail, on est capable de la personnaliser. On peut modifier les numéros de compte des journaux comptables, donc des journaux des ventes ou des journaux de vente ou des journaux d'achat. Donc par exemple en cliquant ici, là je vais venir modifier mon numéro de compte. Donc là, de pouvoir créer un nouvel utilisateur par exemple. Donc les statuts des différents utilisateurs sont définis en fonction de différents types de droits. Donc est-ce qu'il a le droit de consulter cette facture, etc., etc. Et les récepteurs de factures ont aussi la possibilité de recevoir leur facture par FTP en insérant ici le numéro de serveur. Ils peuvent choisir est-ce que je veux recevoir ma facture en PDF signée, l'écriture comptable ou les deux. Ils insèrent le mot de passe de leur serveur, ils se connectent et à ce moment-là ils recevront, en plus de les recevoir sur la plateforme, leur facture par connexion FTP. Donc la sauvegarde se fera sur la plateforme Quibi et elle sera aussi sauvegardée sur le serveur de l'entreprise. C'est ça le but, le FTP, c'est le transfert d'informations pour le Tout à fait. En fait, stockage. Le FTP, en fait, ça va arriver directement sur la machine d'un collaborateur de l'entreprise. Ça va arriver directement comme dans un dossier sous Windows. C'est la même chose. Donc voilà globalement pour la plateforme. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Oui, si tu peux cliquer ici et sur la deuxième. Le nom était trop tôt. C'est le nom pour l'instant. C'est parfait, c'est clair alors. Est-ce que je peux... Ou est-ce qu'il faut faire quelque chose? Alors non, maintenant,
Il faut qu'on fasse le. Non, mais sinon, je Bon. vais les garder comme ça. Hein. C'est toi qui vas faire la démo. Ça, on va faire arrêter. Maintenant, on va relancer celle-ci. Et il faut qu'on partage le poste de travail. Alors, on attend que ça se charge. Ça ne devrait pas tarder. Et si je fais ça. Ouais, ça se déplace, donc si je fais comme ça, voilà, elle voit l'appli. Donc là, vous voyez normalement à l'écran l'application Quibi qu'on a installée sur le PC qu'on utilise. Et vous allez pouvoir voir à distance comment ça fonctionne dans le back-office. Donc, à savoir aussi que c'est vraiment très simple. On a installé le logiciel peut-être en 2 minutes juste avant Juste avant de commencer, ça a pris vraiment 3 Ouais, minutes. juste 3 avant de minutes parce commencer, qu'il y a eu une mise à jour du Java, mais sinon, Ouais. c'était super rapide. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment un service qui est vraiment adapté comme ça au PME, c'est-à-dire quelque chose qui est très agile et qui vient s'insérer dans l'existant. Donc voilà à quoi ressemble. Donc ça c'est le dispositif donc pour émettre les factures cette fois, donc qui est bien sûr relié à la plateforme. Donc là aussi on a des petites fonctionnalités que je vais vous montrer rapidement avant d'envoyer les documents. Donc par exemple on a des fonctionnalités d'impression. Donc de savoir sur quelle imprimante vont sortir les factures qui doivent sortir en papier. L'indicateur de tri. Donc cet indicateur de tri qui nous permet de savoir si la facture doit partir électronique ou doit partir papier. C'est-à-dire que si la facture a un endroit comporte ce tri-là, elle partira sous format électronique. Voilà, des petites fonctionnalités additionnelles, la possibilité de rajouter par exemple un fond de page sur la facture, de venir insérer des CGV, une page de communication ou encore des pièces jointes sur la facture. Et donc pour envoyer des factures, c'est simple. Il suffit d'aller chercher les factures en PDF. Donc là, je vous ai préparé des factures de démo. Donc là, chaque document PDF contient, me semble-t-il, une vingtaine de factures qui sont automatiquement découpées en fait par le dispositif. C'est-à-dire que on a prévu ça parce que certains ERP en fait ne peuvent pas sortir une facture par PDF, mais sortent des jeux de factures. Donc là, factures qu'on peut visualiser. Donc là, c'est ça. Donc il y a 22 fichiers. Je sais pas s'ils vont voir si c'est un. Logiquement oui, parce qu'on a un partage d'écran et si nous on l'affiche, ça devrait marcher. Mais encore faut-il qu'il s'affiche chez nous. Ah, il est en train d'ouvrir sur Chrome. Non, le PDF il va l'ouvrir en direct. Non. Ok, bon, c'est pas forcément gênant. Donc là, en fait, on a une vingtaine de factures. C'est vrai que je vous les aurais bien montrées. On peut peut-être éventuellement Oui, vous les passer ouvrez par par ici. ici, ouais, tout à fait. Ah, c'est ça, il les ouvre dans Chrome. Et oui, il les ouvre dans Chrome. Alors, Et il considère que c'est HTML. on va l'ouvrir avec Adobe. Oui. Donc voilà, donc là, en fait, chaque facture, je voulais vous montrer en fait rapidement le numéro de TVA intra en fait qui va nous permettre de router la facture. Donc voilà, donc là on voit l'émetteur, le numéro intra de l'émetteur, celui du récepteur, et on voit par exemple que à côté de la raison sociale du destinataire, on voit le tri DMF qui lui nous indique que la facture doit partir sous format électronique. Donc je vous disais, donc dans chaque jeu de facture il y a 22, dans chaque fichier PDF il y a 22 factures. Donc on a des documents vers différents destinataires et on a des documents aussi qui doivent sortir, donc qui ne possèdent pas le flag DMF, donc qui doivent sortir sur l'imprimante. Ok, donc ça on peut le fermer. Donc là il suffit simplement de venir cliquer sur le bouton signer et envoyer. On parlait tout à l'heure donc du certificat numérique. Donc ici on va avoir la possibilité de, si on branche une clé par exemple ShamberSign, la clé ShamberSign va apparaître, on va pouvoir avoir la possibilité de choisir la nature de son certificat. Et on va ensuite entrer le code de signature et valider. Mais l'intérêt, c'est qu'on n'a pas à signer chaque document PDF, ça se fait automatiquement. Bien sûr, voilà, c'est ça. L'envoi est automatisé, c'est-à-dire que là on va voir les documents partir au fur et à mesure. Donc on rentre une seule fois le code de signature effectivement pour tous les documents.
C'est en train de disparaître de la liste peu à peu au rythme d'envoi. Donc là, on a des documents qui devraient sortir sur l'imprimante. Je crois que j'ai sélectionné XPS, donc on devrait avoir l'imprimante virtuelle qui s'affiche pour les 4 dernières ou pour les 2 dernières factures, je pense. Voilà, c'est ça. Donc là, si j'avais sélectionné une imprimante physique, elle les aurait imprimées. Si l'émetteur souhaite qu'on fasse transiter ses factures papier via un prestataire d'éditique qui sera chargé d'imprimer, d'affranchir, etc., d'envoyer pour lui, c'est tout à fait possible aussi. Donc ça dépend des besoins spécifiques de chaque entreprise. Donc là, pareil pour la deuxième. Donc à ce moment-là, les 20 factures qui sont parties électroniques vont passer sur la plateforme. Donc on va les voir ici. En même temps, chaque récepteur reçoit une notification à chaque fois qu'une facture est transmise. Donc là, on devrait les voir. Date de facture. Je pense que c'est celle-là. Donc c'est ces factures-là, c'est vrai que j'avais fait un envoi juste avant, donc c'est compliqué de différencier puisque les destinataires sont les mêmes. Mais voilà, globalement, donc les factures passent sur la plateforme. Elles arrivent chez les comptes des récepteurs. Pour vous montrer, je vais me connecter rapidement à un compte récepteur. Voilà, donc on voit l'émetteur, donc FR2424 de démonstration qui a envoyé les factures à l'instant. Donc là, par exemple, on va mettre non. Là, je vais cliquer pour visualiser ma facture en PDF signé. Et là, à ce moment-là, on va retourner sur le compte émetteur pour s'assurer que le statut, l'état de la facture a bien changé. Et donc, normalement, la plateforme doit nous indiquer que la facture a bien été lue et ouverte par son destinataire. Donc voilà, là on voit effectivement que l'état a changé et on voit que la plateforme nous indique que le fichier PDF signé de la facture a été chargé par son destinataire. Donc voilà globalement le fonctionnement de la solution qu'on propose. Et c'est important de dire ça, parce qu'en fait ça veut dire que s'il l'a ouverte, et s'il n'a pas fait part d'un litige, c'est qu'il est d'accord. Tout à fait. Ouais, Donc c'est quand même un mode de gestion de la relation client qui est très très pertinente. Et puis on a voilà, une visibilité totale sur ce que fait le récepteur de la facture. Donc c'est vrai, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il ne peut pas nous dire non, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas reçu, c'est impossible. Je ne l'ai pas vu dans ma boîte mail. Ah oui, il est arrivé dans les spams. Ouais. Non, ça c'est terminé. Voilà, je contrôle en plus que la personne a visualisé le document et qu'elle l'a ouvert et qu'elle l'a chargé. Exactement. C'est exactement ça. En plus de ça, donc comme je vous disais tout à l'heure, le lien arrive en plus via la boîte mail. S'il clique sur le lien de la facture et la boîte mail, le statut change de la même manière qu'ici. Donc c'est vrai que là-dessus, la visibilité qu'on a sur ces factures est totale. Elle est totale. Donc voilà pour... toujours pas de questions? Séverine non plus. Je crois que c'est très complet, mais très clair. C'est vrai qu'il faut essayer de dire beaucoup de choses. Je pense qu'on a, vous me direz si je me trompe, mais je pense qu'on a bien démystifié un peu ce côté complexe, truc de spécialiste qui normalement fait... dont on croit que c'est le cœur de métier de la démat. En fait, quand on l'explique avec des mots simples et qu'en fait, comme d'habitude, on parle de l'usage de l'entreprise, du besoin de l'entreprise, on arrive finalement à parler la même langue. Même si on met de la GED, du PKI, voilà, il y a des termes comme ça qui font partie de cet environnement professionnel. On arrive, je pense qu'on a réussi à voir avec vous à quoi ça servait, pourquoi c'était utile et comment on pouvait s'en servir dans l'entreprise. Et quelle que soit la taille d'une entreprise. Voilà, puis on va avoir de plus en plus des outils en mode SaaS qui vont être interfacés avec des solutions comme Quibi et Théogest. Donc Théogest est en train de développer des outils de comptabilité.
de gestion commerciale, de gestion de la relation client, de gestion de la relation bancaire. Enfin voilà, on a un foisonnement d'outils qui sont en mode SaaS et qui participent à faire des documents nativement électroniques. C'est vrai que l'objectif, c'est la connexion entre tous ces outils pour automatiser un maximum de choses et pour justement structurer l'échange de données, pouvoir recevoir une facture dans Sagette, que les données soient directement récupérables par l'expert comptable. Tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui existent en fait. Ouais, elles sont simples. Ouais. Et simples en plus. Et une fois que c'est mis en place, c'est très facile à utiliser. Le vrai problème, le vrai hiatus avec l'entreprise, c'est de le convaincre au début que ça vaut le coup de passer un peu de temps à remettre à place les process pour ensuite gagner du temps. Il faut bien qu'ils comprennent que le rôle de ROI, le retour sur investissement, il vient mais plus tard. Et en plus, il est difficilement quantifiable puisque c'est pas en lisant le bilan en disant bah voilà, j'ai gagné de l'argent grâce à ça. Non, c'est vraiment du traitement de l'immatériel. Et l'immatériel, c'est classiquement ça n'a pas de valeur faciale. Mais ce qu'on dit nous aujourd'hui, c'est clairement la valeur d'une entreprise. C'est pas tellement le fonds de commerce, les murs, le pas de porte. C'est la performance et c'est son immatériel. C'est ça qui fait la valeur de. Tout à fait, mais c'est vrai mais justement, il y a aujourd'hui le ROI. Enfin, moi je parle pour Quibi, il est immédiat, c'est-à-dire qu'en 1 ou 2 mois, il suffit de calculer combien coûte une facture papier. Rien que l'impression, le traitement, ça peut aller jusqu'à facilement 2 € pour une seule facture. Et quand on voit le coût d'une facture électronique qui lui est de 15 à 20 centimes, enfin en tout cas en ce qui nous concerne, ça peut facilement atteindre 18 ou 19 centimes sur des gros volumes. On s'imagine tout de suite le gain engendré par ce passage-là. Et même la mise en œuvre de notre solution, on aime bien dire que c'est quick win parce que même le paramétrage et la mise en œuvre est assez rapide puisque tout vient s'insérer rapidement. Et honnêtement, on peut démarrer avec Quibi pour un abonnement à 12 € par mois avec une mise en œuvre concrètement de moins de 1 000 €. C'est tout à fait possible. Donc c'est presque un gain immédiat. Oui, Pierrette, j'ai entendu le fonds de commerce, c'est de l'immatériel, oui. Mais pour un commerçant, son fonds de commerce, ça lui parle. Pour lui, c'est du matériel. Enfin, il voit la valeur que ça peut avoir. C'est ça que je voulais dire. Ça se comptabilise. Parce que sur un bilan, je vois ce que vaut mon fonds et je vois ce que je veux le vendre. L'immatériel, ces données, ces flux d'informations, ces flux de données, on a l'illusion que ça n'a pas de valeur. Même si, je crois que c'est Maurice Lévy, le patron de Publicis, qui avait sorti un rapport il y a pratiquement 10 ans de ça, sur la valeur de l'immatériel dans l'entreprise, et que c'est ça qui prenait le dessus. Enfin, je vous referai passer ce rapport de Maurice Lévy sur l'immatériel, l'économie de l'immatériel. Il y avait déjà ces éléments-là en place, alors qu'on n'était pas encore dans le monde du SaaS, du cloud, et des données en ligne exploitables facilement. Ça commençait à arriver, mais c'était vraiment que le début. Et lui avait déjà exprimé ça très clairement. C'est cet immatériel-là qui a vraiment de la valeur demain pour l'entreprise. Et Publicis, c'est leader dans la publicité numérique aujourd'hui. Donc, c'est pas un hasard. C'était une réelle stratégie. Oui. Oui, ça correspond. Ce matin, il y avait une formation avec Fred Cavazza, le blogueur, consultant e-commerce, et le sujet c'était CRM et Big Data. Ah ouais. Donc voilà, on a une journée vraiment tout à fait raccord sur le sujet. Et là, on est Big Data parce que pour retrouver vos données, lorsqu'elles sont toutes numériques, c'est quand même beaucoup plus easy que dans l'armoire. On est même plus Big Data, on est Smart Data. Ouais. C'est vraiment des données intelligentes. Tout à fait. On est des Smart Data, je suis d'accord. Exploitables tout de suite, trouvables dans l'immédiat et réutilisables. Parce que ce soit dans la GED, Théogest ou dans Quibi, vous avez des moteurs de recherche qui vous permettent de pouvoir trouver très facilement l'information. Si vous avez des questions, c'est encore le moment. Ah oui, combien ça lui coûte? Tu nous as répondu, mais je crois que c'est ça, il faut se poser la question de combien coûte aujourd'hui le process que vous avez et combien il vous coûte, ça veut dire combien de temps vous y passez. Et là, on a un indicateur de dire, voilà, tu dois investir sur une solution, c'est un investissement, donc pour investir, il faut savoir dépenser de l'argent, le mettre à un endroit pour que ça te rapporte plus tard. Mais déjà prenons le côté disant qu'est-ce que ça t'a coûté, qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui. Et je crois que les premières slides que vous nous avez montrées, Pierre, sur l'audit à faire, sur l'analyse des process, je crois qu'on a un guideline là bien assez segmenté pour se poser les bonnes questions avec chaque entreprise. Toi, t'en es où de ça?
ton process c'est quoi, qui sont les personnes impliquées, combien de factures éditées, combien de documents à dématérialiser, etc. Et en ayant une vision comme ça globale de l'existant, c'est plus facile de montrer le potentiel de la démat qu'on peut avoir derrière. Tout à fait, et puis ça participe aussi à une démarche qualité, parce qu'à partir du moment où l'entreprise qui n'avait pas de process clairement écrit, bah, le fait de devoir dématérialiser, bah, ça l'oblige à rédiger ses process avec de nouveaux outils, et elle se retrouve avec un guide de procédure qui lui permet de rentrer dans une démarche qualité, et donc bah, voilà, elle gagne sur les deux tableaux. C'est évident. Si ça vous va, on a pratiquement tenu le timing. On remettra la vidéo à dispo, et ben, si les autres ont des questions, je vous les ferai passer. Enfin, on les fera passer pour que évidemment tout le monde en profite. Nous restons à votre disposition, sachant que tant Quibi que TOGS sont des outils qui vont évoluer. Et je pense que même dans 6 mois, on peut revenir, il y aura d'autres applications et d'autres fonctionnalités qui seront intéressantes. C'est vrai que tout à fait. Enfin, en tout cas, on est toujours preneur de bonnes idées, de suggestions. On effectue des mises à jour, ce qu'on appelle des releases, pratiquement tous les 3 ou 4 mois. Donc voilà, si vous avez des bonnes idées, vraiment, on prend de tout le monde, que ce soit des clients, de nos partenaires, de tout le monde, on essaie de prendre, de faire le tri et d'améliorer sans cesse le service et de le construire surtout avec nos partenaires. Et pour ça, justement, je vais vous balancer la dernière slide du support, puisque si je ne me trompe pas, il y a vos coordonnées. Donc voilà, sur le retour d'expérience, autant que vous puissiez aussi communiquer en direct. Donc le support, je vais vous le mettre à dispo aussi sur la plateforme. Voilà, là il y a les coordonnées de Maxime et de Pierre. Donc je vous mettrai le support à dispo, et puis je ferai les téléchargements des fiches, associées du cas client et des fiches techniques. Comme ça vous aurez en direct l'accès au doc. Et bien sûr, on est à la disposition des chambres, hein, si elles veulent, pour leurs adhérents, faire des présentations de ce type de sujet. Bon, vous avez vu, on est un peu partout en France, donc on est facilement mobilisable pour faire ce type de présentation. Et si vous voulez rencontrer Pierre, c'est assez facile parce que leurs locaux parisiens sont juste à côté des nôtres. C'est au 44, c'est le numéro d'à côté. On est au 42. Au 42, pardon. Oui. Vous êtes 46. Voilà. Oui, il y a l'office dépôt entre nous. Voilà, il y a l'office dépôt. Donc Mais vous c'est achetez pareil les pour l'office fournitures. dépôt. Vous allez redonner vos classeurs que vous avez pris à l'office dépôt, vous n'en avez plus besoin. On a dématérialisé. Ok, impeccable. C'est tout bon pour vous? Oui. Eh ben. Oui, impec. Ouais. Très bonne soirée. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous de la distance. Merci à ceux qui n'étaient pas là mais qui regarderont la vidéo. Et tiens, si je donnais un mot-clé maintenant, pour être sûr qu'ils regardent jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut leur dire comme mot-clé? Allez, smartphone. Comme ça, je vérifierai que ceux qui doivent visionner la vidéo leur ont bien regardé. Parce que je leur demanderai le mot caché. Le mot-clé. Le mot caché, c'est smartphone. Voilà. Très bien. Bonne fin de journée à vous. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao. Ouais. Ciao.